Bon, je vais quand même parler un petit peu en attendant les images. Donc, Cathy et Guillaume, ici présents, participants au groupe de travail Cap Droit de Bordeaux, sont particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Ils ont envie de parler de leurs droits. Et ensuite, ils ont à cœur vraiment de faire connaître le handicap, puisque les premiers sujets que nous avons abordés, c'était par rapport à l'ignorance dont le monde fait preuve envers eux et envers le handicap. Donc une méconnaissance importante. Donc ils ont envie de lutter contre les préjugés et contre la vision négative de beaucoup de personnes. Alors, dans le diaporama, que nous allons voir certainement très vite, je ferai un court avant-propos en langage ordinaire, puis qui sera suivi de la même chose, mais en facile à lire et à comprendre. Et le diaporama va nous permettre donc de faire connaissance avec Cathy, Guillaume et André, qui n'a pas pu venir. C'est-à-dire que ce diaporama va dire qui je suis, comment je fonctionne, et on verra très rapidement comment se profile un accompagnement pour ces gens-là, qui est un accompagnement tout à la fois bienveillant, mais aussi privatif de droits parfois élémentaires, et qui font écho à la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Alors, il y a une diapo de remerciements où je remercie tout un tas de personnes, mais je voulais remercier plus particulièrement Cathy. Alors ça c'est la diapo ça c'est l'entrée, voilà, ce sont les remerciements. Je voulais remercier plus particulièrement Cathy et Guillaume. Et je pense qu'on mesure mal l'effort qu'ils ont fait pour être ici aujourd'hui et encore là à 7 heures avec leurs accompagnatrices. Et ils sont là depuis hier soir et moi je dis chapeau, bravo. Alors, voici la composition du groupe Cap Droit de Bordeaux avec le trinôme et puis les participants. Il y en a un qui nous a abandonnés en cours de route car c'était trop fatigant pour lui. Alors, je suis obligée de le lire. Il faut que je suis désolée, je ne vois pas bien, moi. Donc, je vais tourner le dos. Ah oui, d'accord. Chacun son handicap. Hein. Bon, alors, sauf exception, les déficiences du corps et ou de l'esprit constituent des obstacles dans l'accès et l'exercice des droits. On a vu ça depuis ce matin. Qu'en pensent ceux dont les corps indisciplinés se tordent sous l'effet de l'émotion, ceux qui sont privés de parole, tant par leur déficience que bien souvent par leurs interlocuteurs? Qu'ont-ils à nous dire sur leur situation de handicap et leurs droits? Qu'ont-ils à nous dire sur eux et sur les droits les plus importants pour eux? Je crois que le vélotypiste ou la vélotypiste peut se reposer, hein, éventuellement. Les participants sévèrement handicapés, comme on dit, de l'atelier Cap Droit de Bordeaux, nous offrent la possibilité de connaître leurs sentiments sur le sujet. Donc nous vous proposons de partager les réflexions qui ont traversé le groupe et de savoir comment je voudrais avoir le droit d'eux se complète de leur point de vue. Nous vous proposons de suivre notre cheminement à partir du moment où il a été porté à leur connaissance la Convention internationale des droits des personnes handicapées de l'ONU et plus spécialement l'article 12 qui dit que les personnes handicapées ont le droit de prendre des décisions importantes comme n'importe quelle autre personne. Autrement dit, quand on a un handicap, il est parfois difficile de connaître ses droits. Et aussi, il est souvent difficile de faire connaître ses droits aux autres personnes. Les participants à l'atelier Cap Droit de Bordeaux, qui ont un grand handicap, sont d'accord pour parler de leurs droits. Ils ont dit aussi ce qu'ils voudraient comme droit pour eux. Mais d'abord, nous avons décidé donc que les gens devaient savoir certaines choses à leur propos. Cathy et Guillaume sont logés dans une maison d'accueil spécialisée, on appelle ça une MAS. André, qui n'est pas là, est logé dans un foyer d'accueil médicalisé, on appelle ça un FAM. Les MAS et les FAM ont pour mission d'accueillir des adultes handicapés qui sont en situation dite de grande dépendance. André, Cathy et Guillaume ont besoin d'une aide humaine technique permanente, proche et individualisée pour toutes les activités de la vie quotidienne.
Ils contrôlent tout ce que je dis. Ils peuvent faire des choses, hein, même si ce sont de toutes petites choses, et même si c'est difficile. André, Cathy et Guillaume comprennent ce qu'on dit. Il faut prendre le temps de communiquer. Car ils ont des difficultés de communication. André, Cathy et Guillaume communiquent donc avec des pictogrammes. Chacune a son classeur, qui est construit depuis qu'il est tout petit. Et ils le connaissent par cœur. Voici un classeur bilingue de Cathy, en anglais et en français. Une personne qu'on appelle facilitateur, qui connaît la personne qui a un handicap, montre les pictogrammes avec un doigt et attend un signe. Puis demande si c'est bien le bon pictogramme, vérifie qu'elle a bien compris en disant le mot correspondant à voix haute. Enfin, avec la permission de la personne qui a un handicap, elle dit aux autres ce que la personne veut. Voici comment nous avons travaillé. Donc toutes les questions et les réponses ont été travaillées comme ça, enfin les réponses surtout, ont été travaillées comme ça. Et après, on a utilisé les pictogrammes pour faire ce diaporama que vous voyez. Oups. Les présentations, donc, en se présentant, André, Cathy et Guillaume ont dit des choses importantes pour eux. Et des choses qui ont un rapport avec les droits des personnes handicapées. Quand on leur a demandé ce qu'étaient les droits pour eux, ils ont répondu au cœur du sujet d'autre chose. Vous allez voir après. André, donc, a un handicap de naissance. Il est élu au Conseil de la vie sociale, on dit un CVS. En se présentant, il a dit « Je voudrais que les gens n'aient plus un regard triste en me regardant. » Il dit « C'est difficile de vivre en collectivité. » Et encore, je voudrais m'isoler, être seul, avoir de la tranquillité, du silence, mais il y a toujours du bruit, nuit et jour, avec les professionnels qui circulent. Cathy, élue au Conseil de la vie sociale, elle dit « Mon handicap de communication m'a empêché toute ma vie d'exprimer l'amour que je porte à mon père. Et mon papa serait fier de me voir aujourd'hui participer à ce groupe. » Il y a des messages subliminaux derrière tout ça. Hein. Elle dit aussi « J'ai des sœurs et des frères, j'aime aller à Lourdes, j'aime aller à la messe, mais je ne peux pas toujours y aller. » Guillaume a un handicap de naissance, élu au Conseil de la vie sociale lui aussi. Il dit « J'ai toujours vécu en institution sans avoir le choix. Je souhaite sortir le soir, aller au rugby, au concert, mais ce n'est pas toujours possible. Je n'aime pas le regard des gens sur moi. Je défends l'accessibilité pour tous. » Il fait partie d'un comité qui défend l'accessibilité. Il dit « Dans mon village, mes parents entendaient les gens parler du handicap de manière négative. » Et encore, avant de parler des droits qu'ils aimeraient avoir, André, Cathy et Guillaume ont voulu dire des choses très simples, très importantes, mais que parfois on oublie. Nous sommes des hommes et des femmes avant d'être des personnes qui ont un handicap. Toute notre vie, nous n'avons pas eu les mêmes droits que les autres parce que nous ne parlons pas, que ce soit en famille, dans l'établissement et surtout dehors. Nous avons vécu des différences dans la possibilité d'avoir des relations amoureuses. Tous ces extraits-là sont ni féminins ni masculins puisqu'on a décidé de les mettre en commun. Anonymisés aussi.
Je souffre de ne pouvoir sortir le soir, je me sens entravée dans ma liberté de sortir. C'est compliqué d'être dépendant. On s'est quitté à la fin d'une réunion sur cette phrase. Ça nous a... Ouais. Donc, pour essayer de centrer le débat sur la CIDPH, on a essayé de compléter une phrase, c'est « Je voudrais avoir le droit de ». Alors, il y en a qui vont s'y reconnaître, puisque voilà, le premier qui est sorti, c'est « Je voudrais avoir le droit d'aimer ». Alors, c'est pas un droit dans la CIDPH, mais quand même, il y a des choses derrière. Alors, en explorant, voilà pourquoi. Séparation obligée après changement d'établissement sans mon consentement. Un autre droit, qui n'est pas dans la CIDPH normalement, mais je voudrais avoir le droit d'être en colère. Parce qu'on m'isole quand je suis en colère. Je voudrais avoir le droit d'exprimer mes émotions. Je voudrais bien que des fois on me foute la paix. Je voudrais avoir le droit de communiquer ou pas. Je ne suis pas un enfant ou une enfant. Je suis infantilisée beaucoup. C'est une tendance assez naturelle qu'on a. Du coup, les participants avaient beaucoup à dire sur les droits qu'ils voudraient. Mais surtout, nous sommes tous pareils. Ce que j'ai pu bien constater, c'est juste qu'on n'a pas toujours les mêmes droits. Et pourtant, on croyait bien faire à soupirrer une professionnelle qui était là pour faciliter la parole. Ça lui a échappé, elle a soufflé comme ça. Elle a été étonnée. Alors juste des parce que qui restent à décliner et à interroger. Parce que peut-être on pense savoir ce qui est bien pour eux. Parce qu'on veut les protéger. Parce qu'on sait, on a appris, on croit que les déficiences privent totalement d'autonomie. Parce que c'est compliqué, qu'on n'a pas le temps, parce qu'on oublie. Parce que, là je peux vous laisser compléter. Mais avant de... Je voulais vous rajouter quelque chose. J'ai entendu parler de Gandhi tout à l'heure. Ah oui, Gandhi qui a dit quelque chose comme la dignité de la personne. C'est la parole. Bah, si avec Onyekati et Guillaume, il aurait rajouté, c'est aussi le pictogramme. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va continuer, on va encore changer l'ordre pour plein de raisons pratiques pour les intervenants. Donc je vais donner la parole, si ça va, à Cécile Anon, qui est psychiatre aux hôpitaux de Paris, spécialisée dans le sujet âgé. Auprès des personnes âgées. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ce témoignage, très, très émouvant. Je suis médecin psychiatre, je suis praticien hospitalier, je travaille à l'hôpital Corentin-Selton à Issy-les-Moulineaux. Je suis aussi membre du comité d'éthique de l'Association européenne de psychiatrie. Et je suis très émue d'être là. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de psychiatres qui seraient, voilà, en tout cas qui seraient possiblement ici ou possiblement dans l'audience. Et pour tout ça, je remercie beaucoup Benoît Hérault. C'est un sacré challenge que tu m'as proposé aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais le relever, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, je remercie Benoît ainsi que toute l'équipe du Contraste et toute l'équipe qui a organisé cette conférence. Donc, mon cher ami Benoît, tu m'as demandé de me confronter à cette question essentielle, à savoir en quoi
l'affirmation des droits des personnes en situation de handicap à modifier la relation de soi en psychiatrie. Question essentielle à laquelle, donc peut-être, je vais répondre, mais surtout en me basant sur mon expérience de terrain, du praticien de secteur, psychiatre depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, durant ces journées de conférence, nous allons mettre en dialogue, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, et c'est effectivement cette assertion, je l'aime bien, car elle ne donne pas lieu au conflit, ni à la controverse, ni au règlement de compte. Elle ouvre au questionnement et permet sans nul doute la réflexion et peut-être ensuite des éléments de réponse. Donc la psychiatrie, on l'a déjà dit depuis le début de la journée, est la seule discipline médicale qui se doit de se confronter à la contrainte dans certaines prises en soins. C'est la seule qui soit donc légiférée pour soigner contre la volonté d'autrui. Depuis la loi de 2011, modifiée en 2013, la justice est entrée dans les hôpitaux. Et cette loi a judiciarisé et donc modifié les pratiques de soins de façon profonde. Du côté des personnes soignées tout d'abord. On a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas dit comment l'amalgame entre soins et justice peut être vécu de façon violente pour les personnes soignées. Les personnes ne sont pas et ne seront jamais coupables d'être malades. Et lorsqu'après une semaine d'hospitalisation, alors que la vulnérabilité psychique est encore très présente, et qu'on vient vous parler dans votre chambre d'hôpital, d'audience, de juge, d'avocat, combien de mes patients m'ont répondu à ce moment-là, mais docteur, je ne suis pas accusé, je n'ai pas commis aucun crime. Pourquoi une audience? Pourquoi un juge? Difficile de se dire à ce moment-là que le droit commun est à l'œuvre. Une incartade du côté des praticiens, j'en fais partie. Je dois avouer que d'un exercice de la psychiatrie fondé pour moi sur l'alliance, l'accompagnement, la dignité et l'écoute, je me suis retrouvée dans l'exercice d'une psychiatrie bureaucratique et suspicieuse, éloignée de ma clinique et du soin attentif et nécessaire à l'autre que je souhaitais porter. En effet, je me suis retrouvée confrontée à la multiplication des certificats, à leur caractère exponentiellement chronophage, notifications, saisines, avis motivés, certificats 24 heures, 72 heures, qu'il fallait rédiger, imprimer, horodater, tamponner, archiver. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires. Mais sans parler aussi du caractère luxueux des ressources humaines qu'il fallait imaginer déployer pour appliquer cette loi au sein des hôpitaux. Car je vous dis que les hôpitaux au sein desquels on peut facilement trouver 3 psychiatres différents en 72 heures ne se courent pas les rues. On n'est pas partout en région parisienne. Les patients n'étaient plus depuis des années, enfin je le croyais, des aliénés au sens étranger. Or, ce que défendent les JLD, ce sont bien les mêmes droits que ceux des étrangers en situation irrégulière. Je veux garder espoir, et j'en veux pour preuve les termes de la juge Marion Primevert, que vous entendrez, je pense, demain, que je cite ici. « L'hospitalisation ne fait pas grief, le soin n'est pas une peine. » La relation médecin-malade a bien évolué depuis des années. Elle est passée d'une position paternaliste à une position autonomiste. On est passé du dossier médical au dossier patient. Il est loin le temps de ce médecin tout-puissant, de ce médecin sachant, qui, dans un mouvement descendant, transmettait le savoir. Savoir qui dessinait alors sur le front de la personne, comme un tatouage, son identité de malade. Vous êtes schizophrène, je suis schizophrène, je suis dément, je suis cancéreux. Le médecin d'aujourd'hui informe, contractualise, fait un deal avec son patient. Je t'informe, tu vas regarder ce Doctissimo, tu choisis ton traitement et on en discute après, d'accord? Pour ma part, je pense qu'une situation un petit peu plus... Excusez-moi. Dans le respect de l'autonomie et de l'empowerment de la personne, une position sans doute plus médiane, pour ma part, et plus équilibrée serait souhaitable, et sûrement possible à trouver, et plus rassurante. La Convention de l'ONU affirme avec force un modèle du handicap fondé sur les droits de l'homme, interdisant toute restriction d'exercice de la capacité juridique pour des raisons de santé ou de handicap, et toute mesure légale de prise de décision substitutive. C'est l'article 12. Ce modèle est noble, mais il comporte le risque de se retourner contre lui-même et de se tirer une balle dans le pied. Si au nom des droits de l'homme, au nom de la lutte contre la stigmatisation, on est entraîné sur un chemin inverse, à savoir refuser le droit à une certaine forme de protection, qu'elle soit juridique ou sanitaire, on risque alors d'inverser la machine en créant un nouveau ghetto de citoyens privés de droits, puisqu'ils ne seront plus en capacité de les faire valoir. Émilie Pecker, Anne Caron-Léglise et Thierry Véred, dans un excellent ouvrage co-dirigé par Benoît Hérault, Julie Minec et moi-même, apparaître très bientôt aux éditions GLE, donc vous avez les flyers, il faudrait que je les ai amenés là, qui va s'appeler « Capable et vulnérable »,
ont souligné ce risque. Je les cite, les trois. Si la législation française et encore plus les pratiques peuvent certainement être améliorées en termes de respect des droits et des choix des personnes protégées, la suppression pure et simple de toute atteinte à la capacité juridique au nom de la lutte contre les discriminations paraît excessive et pourrait bien se retourner contre certaines personnes vulnérables en les privant de la protection effective à laquelle elles ont droit. Le refus d'une décision substitutive au nom du principe d'égale capacité risque finalement d'aboutir à une marginalisation, une désinsertion des personnes. Toute la question est alors de savoir si finalement, au nom de ce principe absolu d'autonomie qui prévaudrait sur tout, on ne promeut pas une vision d'un État désengagé socialement de la protection des personnes les plus vulnérables. Je suis psychiatre, je vous l'ai dit, et mon activité professionnelle depuis plus de 10 ans s'exerce auprès des personnes âgées. De fait, je suis amenée à travailler en institution pour personnes âgées, en EHPAD. Et mon questionnement sur le respect de l'autonomie, de la liberté des personnes et de la sécurité est ainsi quotidien. Nos droits fondamentaux, liberté et sécurité, n'ont cesse d'osciller dans un mouvement de balancier inextricable. Ainsi, on entend, pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Mais aussi, afin de respecter votre liberté, votre sécurité ne peut pas être assurée. Comment faire pour maintenir, on parlait de curseur aussi cet après-midi, comment faire pour maintenir au même niveau ces deux piliers de notre condition humaine, de notre autonomie à tous, dans le respect de notre personne, de notre temporalité et de notre histoire de vie. Contrairement aux soins psychiatriques, les soins en milieu sanitaire ou médico-social gériatrique, lorsqu'ils sont contraints, ne sont pas légiférés. Le JLD n'auditionne pas les résidents en EHPAD, pas plus que le contrôleur des lieux de privation de liberté ne s'est décidé à aller les visiter. Or, il est de notoriété publique que les EHPAD sont des lieux de restriction de liberté, fermés par des codes, des portes à cartes et autres puces électroniques. Marie a 86 ans. Elle présente une maladie d'Alzheimer avec des troubles cognitifs sévères qui évoluent depuis plus de 10 ans. Elle vit en EHPAD depuis quelques années, sans vraiment savoir où elle réside. Elle est valide et demeure autonome pour certains actes de son quotidien, mais son autonomie sociétale et morale est altérée par la disparition de son langage et de sa valeur communicante, associée à une désorientation temporelle et spatiale importante. Marie, ainsi, déambule de façon continue, dès la fin de l'après-midi jusqu'au petit matin. Elle marche, à petits pas, toujours déterminée, comme une nécessité impérieuse d'aller quelque part, comme un besoin frénétique de communiquer quelque chose, alors qu'elle a perdu l'usage des mots. Elle n'avait pas de pictogramme, Marie. De l'ordre de « je suis encore utile, j'ai des affaires importantes à gérer ». Marie est frêle sur ses jambes, elle va tomber à quelques reprises, sans jamais se faire très mal, mais une seule fois suffit à casser un fémur fragile. Marie ne comprend pas qu'on lui demande de rester à sa place, car sa place est ailleurs manifestement. Mais l'institution dans laquelle elle vit se doit de la protéger et d'assurer sa sécurité. Ainsi, par peur de la chute, on va entraver Marie à un fauteuil. Certes, de façon douce et souple, avec un drap noué à la taille. La sécurité au détriment de la liberté. En toute bonne conscience, puisqu'on la protège, mais en toute illégalité. Alors Marie, en même temps qu'elle est stoppée dans son mouvement, dans sa marche et dans ses petits pas, va progressivement s'arrêter de parler, totalement. Elle va rompre le peu de communication qui lui restait. Car à quoi bon ? Marie est enfin calme. Elle est apaisée. L'équipe est rassurée, me dira-t-on. J'évoque auprès de cette même équipe, puisque je viens en supervision dans cette équipe, que la déambulation de Marie était porteuse de sens, qu'elle permettait à son esprit d'avancer, à sa pensée de se mouvoir. L'intégrité psychique de Marie, ce qui lui restait de liberté, se situait sans doute là, dans ce mouvement. On me répond que ce n'est pas là le problème, qu'il ne faut pas qu'elle tombe, car elle est sous notre responsabilité, et qu'elle ne sait plus ce qui est bon pour elle. Je reste sans voix, entravée et réduite au silence, comme Marie. Cette situation de la vraie vie est trop fréquente pour être balayée d'un revers de manche. Il demeure essentiel de se poser les bonnes questions. C'est ce qui fonde l'origine de la démarche éthique en médecine, se poser les bonnes questions. Il existe ce qui s'appelle le droit au risque, un droit au choix, un droit à la responsabilité. Le professionnel du soin est responsable, mais la personne vulnérable aussi. Au-delà du regard normatif que l'on peut parfois faire porter à la psychiatrie, il s'agit du respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle. À l'égard de la personne âgée, ce serait un non-sens que d'exclure le risque de certaines pratiques soignantes ou des pratiques relationnelles. Le respect de la liberté suppose un risque assumé. Et tout à chacun a le droit parfois de faire les mauvais choix.
Auprès d'une personne âgée, dans son espace de vulnérabilité, il faut se donner la capacité à transformer les valeurs sociales proclamées en des pratiques profondément humaines. Je finirai mon propos sur la notion de valeur. La valeur que la personne attribue à telle ou telle chose, acte ou décision. De l'intime subjectivité qu'elle met en mouvement et de l'absolue nécessité de la prendre en considération. Je m'inspire ainsi des travaux de Bill Fulford, psychiatre et philosophe britannique, promoteur de la médecine basée sur les valeurs, qui représente, à mon sens, une réelle avancée pour la psychiatrie. Je le cite pour finir. La psychiatrie est plus porteuse de valeurs que de toute autre branche de la médecine, puisqu'elle s'intéresse au domaine de l'expérience, du comportement humain, aux émotions, aux désirs, aux volontés, au sein desquelles les valeurs humaines sont particulièrement diverses et complexes. Je vous remercie de votre attention. Merci. On va tout de suite enchaîner avec une troisième intervention et avec un peu de chance, on prendra peut-être 5 minutes après l'intervention pour faire une première série de questions sur les 3 interventions qu'on aura eues. Donc je vous laisse... Bonsoir. Alors tous les 3, on fait partie du groupe Cap Droit Lyon. Donc Fabienne était contributrice au projet avec 4 autres personnes, Louisa, Lee, Anne et Fabrice. Merci. Et puis Arnaud et puis Nasserdine Mesguich qui est dans la salle. Et nous étions le trinôme qui animait cet atelier. Donc je vous présente... on a fait 3 ateliers sur un après-midi. Et puis en parallèle à l'atelier... suite aux questionnements qui ont émergé autour de c'est quoi une carte d'invalidité, la hache, à quoi ça sert, etc. On s'est vu aussi en parallèle pour un petit peu travailler en fait sur ces questions-là. Qu'est-ce que c'est, s'informer, enquêter là-dessus. Voilà. Donc voilà, pour faire des flyers, ça c'est votre idée. Et le point commun entre les personnes qui ont contribué à ces ateliers, c'est la mesure de protection. On verrait que ces personnes ont des vécus autour de la mesure de protection qui sont bien différents pour chacun. Et aussi, donc les personnes qui ont participé à cet atelier, ce sont des personnes qui étaient soit dans un GEM, soit dans un centre d'activité de jour, soit... ce sont des personnes qui sont domicile et l'objectif pour ces personnes, c'est de maintenir le domicile. Et c'est des personnes aussi qui ont rencontré le handicap au cours de leur vie suite à un souci de santé qui les a menés à rentrer dans une période de reconstruction qui se déroule sur de nombreuses années. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Fabienne qui va nous parler des vécus différents de la mise sous protection. Donc, bonsoir. Alors, au début, la mise sous protection, en fait, nous, tous les 5, on a réalisé que ça partait soit de la demande, comme moi, par exemple. Moi, j'ai demandé à avoir un curateur. Il y a eu l'acceptation avec le pas de choix, comme par exemple Fabrice, qui a eu... un curateur pour rassurer ses parents parce que par exemple quand il est toujours malade quoi, à un moment donné il a donné son code de carte bleue à quelqu'un, donc autant dire que bon, il lui manquait des sous. Et puis ça a été jusqu'à l'imposition et carrément le rejet. On a eu Louisa qui était avec nous et qui, elle, c'est son frère qui lui a fait mettre la curatelle. Et elle n'a pas compris pourquoi. Et elle a dit que sa curatrice était quelqu'un qui faisait rien pour l'aider, à part gérer ses sous, alors qu'elle pensait qu'elle était encore capable de le faire. Donc ça a été vraiment, on a été en fait... 5 personnes avec des avis un peu, voire complètement différents sur ce que peut être un curateur. Merci. Alors après, on a travaillé sur les rapports à la curatelle. Donc, il y a la curatelle qui tranquillise, qui angoisse, non, qui soulage, pardon, je ne viens pas pour moi en plus. Excusez-moi. Qui soulage, qui sécurise. Donc moi, par exemple, puisque moi...
comment vous expliquer? J'ai eu déjà, au bout d'1 mois et demi, j'avais fait donc 2 mois et demi d'hôpital. Au bout de la deuxième fois, parce que j'ai été opérée 2 fois de la tête. Et donc après, la première chose que j'ai fait, quoi, au bout d'1 mois en sortant de l'hôpital, c'est d'aller faire un prêt de 2 000 euros à ma banque. Alors que j'avais déjà fait un prêt de 10 000 euros avant d'avoir été opérée, puisque moi, ça a joué entre autres sur ça. Donc voilà. Et également, les papiers, tout ce qui est papier, c'est devenu un mystère. Hein. Je ne sais plus comment les ranger, je ne sais plus à quoi ça sert. Enfin, je sais payer mon loyer, mais après, c'est tout. Donc moi, le curateur, pour moi, il était vraiment, comment dirais-je, une tranquillité, un soulagement. J'étais contente. Enfin bon, voilà, tout ça. Et il y a, par contre, d'autres personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, Louisa, qui pensaient que elle, bah, pour elle, c'est le contraire. La curatelle, pour elle, c'était vraiment... elle n'a pas compris et elle a toujours refusé cette curatrice. Et nous, on lui a dit, d'ailleurs, quand on a été pendant les réunions qu'on a fait ensemble, quand elle en parlait, puisque bon, elle en parlait quand même souvent, on lui a dit que ça serait bien qu'elle fasse la demande de changer de personne. Parce qu'il peut y avoir aussi des soucis des fois avec les gens. Et elle n'a pas voulu parce que ça sera peut-être encore plus pire. Donc voilà. Enfin, je fais un petit résumé, mais bon, c'était un peu ça. Merci. Alors, les raisons du recours à la curatelle. Alors, suite aux soucis de santé. Donc, sentiment de perte d'autonomie, de capacité. Donc, c'est une perte de contrôle sur certains de mes actes. Donc, moi, par exemple, il y a l'abus de faiblesse, de confiance. Il y a le sentiment d'insécurité, de danger de l'entourage. Après, alors voilà, merci. Les autres qui aident en concertation avec nous ou bien avec nous ou bien. Ah oui, c'est l'entourage qui m'a aidé oui, dans cette démarche. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu pas claire. Bon. Voilà. Il y a marqué aussi, c'est aux parents qui ont demandé à ce que je sois sous curatelle renforcée. Et de là, j'ai fait le nécessaire pour que je puisse être en curatelle renforcée. Ça, c'est Fabrice dont je vous parlais. Et alors, il y a les autres qui aident en concertation et ou alors qui imposent une aide excessive, par exemple, faire venir un médecin psychiatre à l'hôpital, ce qui a été le cas de Louisa. Donc, voilà. Je suis un petit peu du... Voilà. Et enfin, on a parlé de la relation avec le curateur, puisque ça, c'est quelque chose qui est important. J'en ai parlé tout à l'heure déjà avec des personnes. Et c'est vrai que le curateur, c'est on a confiance ou on a de la méfiance. C'est entre le rejet et le lien familial carrément sanguin, puisque par exemple, Anne, elle, c'est son père qui était son curateur. Donc voilà, il y a une bonne entente, ce qui peut être opposé à l'incompatibilité d'humeur. Et c'est vrai que quand il y a une bonne entente avec le curateur, eh ben c'est bien. Moi, par exemple, quand j'ai été voir une juge, puisque c'est moi qui ai fait la demande, j'ai emmené ma maman avec moi, je lui ai expliqué tout ça. Et donc après, j'ai reçu un courrier qu'on me disait, ben voilà, Monsieur Soulet, hein, il prendra contact avec vous. Et quand il m'a téléphoné, moi, les 2 premières fois que j'ai vu, je lui ai demandé de venir chez mes parents pour que mes parents soient là avec lui. Et, parce que moi, bon, j'ai encore des soucis de mémoire, mais beaucoup moins qu'avant. Et pour que j'oublie pas tout ce qu'il me raconte et que je sois pas complètement perdue. Donc les 2 premières fois, il est venu, il m'a expliqué les papiers dont il avait besoin, que moi je lui dise tout ce qui était en cours, etc. Et après, bah, c'est vrai que du coup,
ça s'est bien passé tout de suite, quoi. Et c'est vrai qu'après, bon, bah, moi, je lui envoie des petits mails, j'ai son téléphone, j'ai son portable. Et voilà, moi, après, bon, bah, je sais que pour l'instant, aujourd'hui, enfin, c'est ce matin, non, ou tout à l'heure, j'ai entendu que on avait le droit, quand on avait un curateur, c'était au moins jusqu'à 77 ans, donc j'en ai encore pour 25 ans. Mais je pense que j'aimerais bien que ça s'arrête un peu avant quand même, peut-être. Mais bon, je sais que pour l'instant, si aujourd'hui, moi ça fait 3 ans que je l'ai, si aujourd'hui on me disait, ben votre curateur, c'est fini, maintenant vous en avez plus besoin, je serais très très embêtée. Parce que aujourd'hui, eh ben, je sais, je pense toujours pas savoir traiter mes problèmes d'argent et mes papiers. Enfin, j'en ai plus, je suis heureuse. Si ils reviennent chez moi demain, c'est la catastrophe. Donc, moi, je dis, chic, vive les curateurs. Voilà. Mais c'est pas fini, hein, il y a la fin. Je ne sais pas s'il reste du temps ou... Non, juste, voilà, pour dire juste un mot de conclusion par rapport à ce travail qu'on a fait avec ce groupe de l'association L'Adapt. Le titre de la communication s'appelait Controverse dans la curatelle, autour de la curatelle. Et voilà, c'est ce qui nous a un peu marqué, ce qui a fait un peu le lien, le fil conducteur de toutes ces rencontres. C'était justement un peu ces différentes manières de vivre la curatelle, le rapport à la curatelle, en lien avec la manière de vivre aussi son handicap. Hein, on a vu qu'il y avait un lien entre la manière de vivre son handicap et la manière de vivre sa curatelle. C'était assez parlant par rapport à Louisa aussi, qui, elle, était dans un rejet vraiment assez fort de son handicap, d'une certaine forme de handicap en tout cas, et qui allait avec le fait de rejeter assez fortement sa curatrice. Aussi, ce qui est remarquable dans ce travail-là, c'est la question peut-être du processus dynamique du rapport et au handicap et à la curatelle. C'est-à-dire qu'on voit que ça s'inscrit aussi dans des histoires de vie, dans des histoires biographiques, et que ça évolue. Et comme tu viens de le dire, voilà, tu te projettes aussi peut-être dans un après, hein, et qu'il y a quelque chose qui est mouvant là-dedans. Et qu'il y a aussi un processus dynamique qui se joue dans la relation. Hein. Ça a été dit déjà à plusieurs reprises que la curatelle, c'est aussi une personne qui fait vivre cette protection, et que là se jouent des choses qui vont sûrement au-delà du simple droit, quoi, qui est de l'ordre du relationnel, de l'ordre du care peut-être. Voilà ce qu'on pourrait dire peut-être pour conclure cette présentation. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne seulement 2 interventions des personnes qui n'ont pas déjà pris la parole, puisqu'il y a certains des intervenants qui vont devoir partir. Donc si on a des questions à leur poser, voilà, il faudra le faire maintenant, puisqu'ils seront plus là après les 2 prochaines interventions qu'on a. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions là ? Bonjour, Sylvie Moidon-Châtaignier, juriste, et je travaille sur les questions de personnes vulnérables avec Karine Lefebvre. Ma remarque est pour Madame Hanon. Vous avez parlé des questions des EHPAD et la question de la liberté d'aller y venir. Est-ce que vous avez envisagé la question des contrats de séjour et l'annexe du contrat de séjour qui oblige à ce qu'il y ait une discussion sur la liberté d'aller y venir ? Merci. Alors ça, c'est effectivement, ça se fait dans certaines institutions, des contrats au moment de l'admission. Enfin, il y a une visite de préadmission. Au moment de l'admission, il y a un contrat qui doit être signé. La question se pose dans l'évolution. C'est-à-dire que quand on rentre en EHPAD, on n'est pas dans le même état qu'1 an, 2 ans, 3 ans. On ne sait pas combien de temps on y reste. Et la révision de ces contrats n'est pas prévue.
Le souci, c'est que voilà, il peut y avoir des moments de contention, d'entrave, de fermeture de portes. Il y a aussi, je n'ai pas mentionné, mais des unités de vie protégée dans les EHPAD qui sont donc des unités qui sont fermées à clé. Il y a, au-delà des EHPAD, dans les services de gériatrie, les unités cognitives et comportementales sont des unités dont la porte est fermée à clé, dont on ne rentre sans aucune législation de type SPDT comme en psychiatrie. C'est très compliqué et parfois même au moment du contrat, la personne n'a plus forcément le consentement pour rentrer, de toute façon déjà pour avoir décidé d'entrer en EHPAD et pour en plus dire je suis d'accord pour être dans un établissement qui soit fermé à clé, je suis d'accord pour me faire... donc, de toute façon, des fois, les capacités cognitives sont déjà altérées au moment de l'entrée, ce qui pose, moi, je trouve, le problème en amont de ça. Et ensuite, on s'en réfère à la personne de confiance, on s'en réfère à d'autres tiers. Ça règle pas le problème du non-respect de la liberté d'aller et venir, vraiment pas. Non, mais on va pas avoir non, on n'a pas le temps de prendre d'autres questions. Donc on va donner tout de suite la parole à Monsieur Raphaël Maillet, qui est avocat au barreau de Versailles. Oui, bonsoir à tous. Alors, je suis avocat au barreau de Versailles puisque j'ai fêté jeudi dernier mes 25 ans de prestation de serment. Et depuis 25 ans, je suis avocat au barreau de Versailles. Mais j'interviens depuis à peu près une vingtaine d'années dans le domaine de la défense des personnes hospitalisées sans consentement. Alors, tout d'abord, ce qui me frappe en la matière, c'est une formidable hétérogénéité des situations. C'est-à-dire que vous avez, selon les établissements, selon les départements où l'on se trouve, une inégalité des personnes face à la prise en charge aux soins et aux droits qui leur sont accordés. Tout ça pour dire, et pour répondre sur le thème du dialogue au docteur Anon, qui indiquait tout à l'heure qu'on était passé à la contractualisation du soin. J'ai le regret de constater que ce n'est pas une pratique généralisée. Et ce n'est pas une pratique généralisée, et le son de cloche que j'ai de patients, mais aussi ce que je peux constater au travers de la lecture des dossiers médicaux des personnes qui sont hospitalisées, n'est pas très exactement la systématisation d'une contractualisation du rapport entre le soignant et le soigné. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment une inégalité que je constate quotidiennement entre des établissements, y compris au sein d'un même département. Sur le département des Yvelines, nous avons 7 établissements psychiatriques qui pratiquent l'hospitalisation sans consentement. Et je tiens à dire que nous avons des pratiques très différentes selon les établissements. Et que le contrôle judiciaire a une utilité, c'est une certaine homogénéisation de ces pratiques. C'est-à-dire que si vous avez différentes pratiques dans différents hôpitaux, eh bien le fait d'être contrôlé judiciairement, d'avoir un groupe d'avocats dédiés à la défense des personnes hospitalisées et puis des magistrats qui sont dédiés à l'examen de ces situations, va aboutir à une homogénéisation des pratiques dans le sens de plus de respect, plus de contractualisation et plus de liberté. Alors, depuis 2011, et je vais simplement le rappeler, le contrôle systématique des hospitalisations sans consentement est entré dans notre législation sans qu'il y ait de possibilité de retour en arrière, puisque, comme il vous a été indiqué par Madame Maestrachi tout à l'heure, c'est le Conseil constitutionnel qui a posé le principe de la nécessité d'un contrôle juridictionnel dès lors que les mesures de soins psychiatriques portent atteinte à la liberté d'aller et venir. Donc ça, c'est un principe sur lequel on ne reviendra pas. Alors ce contrôle juridictionnel, il existe, et il a la particularité, puisque je vais vous parler du rôle de l'avocat, d'être un contrôle juridictionnel avec l'obligation d'assistance ou de représentation par avocat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle juridictionnel, le juge ne peut pas statuer sans avocat. Et ça, c'est extrêmement important parce que il fait de l'avocat, y compris quand la personne ne peut pas assister à l'audience,
un interlocuteur indispensable du contrôle juridictionnel. Alors, tout ça pour dire que, quoi qu'en disent certains, et le film 12 jours de Raymond Depardon peut participer à cette vision-là, le contrôle juridictionnel est manifestement utile. Un seul chiffre, le taux de maintien par décision du juge est de 85%. Ce qui signifie que dans la plupart des cas, le juge maintient l'hospitalisation. Mais 85%, ça n'est pas 100%. 85%, ça veut dire que dans 15% des cas, soit le juge lève la mesure d'hospitalisation, et ça c'est effectivement le cas dans 6000 décisions par an. Donc 6000 décisions par an, 6000 décisions de levée. Quand vous comparez à l'état antérieur à la réforme, il y avait moins de 1000 décisions qui étaient rendues par an par les juges des libertés et de la détention en la matière. Donc le contrôle, il est utile, ne serait-ce que pour les mains levées. Et puis vous avez aussi, dans un nombre équivalent de cas, une levée qui intervient juste avant l'audience du juge des libertés et de la détention. C'est-à-dire ce chiffre était équivalent pour les décisions de non-lieu à statuer, qui s'expliquent par le fait que les hospitalisations sont levées à l'approche de la décision ou de l'audience du juge des libertés et de la détention. Alors je ne dirais pas que la peur du juge peut être le commencement de la sagesse, mais l'expérience me fait constater que ce sont dans les cas les plus litigieux, les cas les plus tangents, que l'on voit des hospitalisations qui sont levées avant même l'ordonnance du juge. Donc le juge guérit par ordonnance anticipée. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ce contrôle qui est nécessaire et qui exige, et c'est là le pivot, à mon sens, alors c'est peut-être un peu nombriliste, ça peut paraître nombriliste, mais le pivot de l'efficacité du contrôle repose malgré tout sur le rôle du juge, bien sûr, mais à mon sens, sur le rôle de l'avocat. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'avocat, il est obligatoire. Et puis, il n'y a pas de procès équitable pour une personne qui est en état de vulnérabilité sans assistance par un professionnel du droit. J'en veux pour preuve d'ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme, par un arrêt du 19 février 2015, a condamné la Croatie en raison de la passivité d'un avocat qui ne s'était pas exprimé au moment d'examiner la situation d'une personne hospitalisée et placée à l'isolement. Alors, voilà pour les raisons pour lesquelles le contrôle existe, il est nécessaire, il est imparfait. Il est imparfait parce que, d'abord, il ne couvre pas tous les domaines où il y a atteinte aux libertés individuelles. Effectivement, il y a la question des établissements, des maisons de retraite comportant des secteurs fermés où les personnes sont privées de leur liberté en dehors de tout cadre juridique. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a des situations où, de fait, des personnes sont privées de leur liberté sans qu'il y ait de contrôle du juge. Et si l'avocat n'intervient pas et n'est pas sollicité par des tiers, eh bien, vous n'avez aucune décision du juge. Il y a aussi ce qui a été soulevé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté récemment, la situation des mineurs qui sont hospitalisés en service psychiatrique, donc à l'autre bout de la chaîne de la vie, des mineurs qui sont hospitalisés en service psychiatrique, et quand le mineur est hospitalisé à la demande de ses parents représentants légaux, il est considéré comme demandeur à l'hospitalisation qu'il peut contester. Nous sommes dans le non-sens juridique et sur ce point, le contrôle mériterait d'être plus important. Quoi qu'il en soit, pour vous décrire simplement de façon concrète comment s'organise, par exemple, la défense des personnes hospitalisées sur le département des Yvelines. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 7 lieux d'hospitalisation sans consentement sur le département des Yvelines. Ça représente, pour un département qui est d'1 200 000 habitants, entre 1200 et 1300 décisions par an. Donc, c'est quand même extrêmement important. Décisions auxquelles il faut ajouter à peu près 250 à 300
décisions qui sont rendues en appel par le premier président de la Cour d'appel de Versailles. D'ailleurs, et pour défendre les personnes qui font l'objet de ces mesures d'hospitalisation, a été créé un groupe dédié d'avocats, et ça c'est extrêmement important parce que la qualité de la défense dépend également de la formation, du volontariat de ces avocats et du fait que ça soit un groupe spécifique de défense des personnes hospitalisées. Et nous avons, sur le département des Yvelines, sur le barreau de Versailles, 25 avocats qui assurent chacun entre 40 et 50 missions par an de défense des personnes hospitalisées. Alors, tout n'est pas parfait, rien n'est parfait nulle part, mais je pense que ce sont des conditions d'efficacité du contrôle. Il y a des points, par exemple, sur lesquels nous sommes extrêmement vigilants, qui sont le recours à l'isolement, le recours à la contention. Et là encore, vous avez des pratiques extrêmement variées selon les établissements. Je vous donne un exemple d'un établissement qui, je ne dirais pas où il se situe, mais il se situe en province, donc c'est un département, c'est dans un département de province. Une personne qui était hospitalisée, sur les 300 derniers jours d'hospitalisation, y avait passé 125 jours à l'isolement. 125 jours à l'isolement. Alors, je le dis très clairement, ça ne se passe pas dans les établissements que nous fréquentons sur le département des Yvelines, mais 125 jours à l'isolement, avec notamment des placements à l'isolement systématiques lorsque les personnes revenaient à l'hôpital. Lorsque la personne revenait à l'hôpital, c'était notamment le cas de ses retours de permission. C'est-à-dire que sa sœur m'expliquait qu'il avait passé les fêtes de fin d'année en famille dans le cadre d'une permission de sortie, et il avait été, à son retour à l'hôpital, immédiatement placé à l'isolement. Alors bien évidemment, ce sont des situations sur lesquelles les avocats doivent être extrêmement vigilants. Donc, premier point sur lequel on est extrêmement vigilant, c'est ce point-là. Deuxième point sur lequel nous sommes extrêmement vigilants, c'est qu'on n'abuse pas des procédures dérogatoires, et notamment des procédures de soins en cas de péril imminent qui avaient été instaurées par la loi du 5 juillet 2011 comme une mesure tout à fait exceptionnelle, destinée, comme il a été rappelé tout à l'heure par Madame Koldéfi, à des situations de personnes désocialisées et qui, aujourd'hui, sont utilisées de façon tout à fait abusive parce que ça permet de moins consommer de certificats médicaux, parce que ça permet aussi d'éviter d'avoir recours à un tiers. Et sur ça, je peux vous dire qu'il faut être extrêmement vigilant, et c'est le rôle des avocats de vérifier. Le rôle de l'avocat, c'est de vérifier qu'une situation d'hospitalisation sans consentement ne s'exerce pas en dehors des stricts cas prévus par la loi. Nous ne sommes pas médecins. Nous ne sommes pas médecins. Nous sommes là pour que la loi soit respectée et que les termes de la loi, qui fixent des règles très précises, soient respectés. Donc voilà le sens de l'intervention de l'avocat dans le cadre de cette mesure d'hospitalisation. J'ajoute que quand vous prêtez serment d'avocat, vous jurez d'exercer vos fonctions avec humanité, dignité, probité, conscience et indépendance. Ça, c'est notre serment, c'est-à-dire notre ligne de vie professionnelle. C'est la ligne de vie professionnelle sur laquelle on s'arc-boute. Eh bien, très sincèrement, je trouve rarement meilleure illustration que dans le domaine de la défense des personnes hospitalisées de la nécessité de notre serment. Parce que humanité, bien évidemment, c'est considérer, et ça a été dit tout à l'heure de façon admirable, considérer les personnes hospitalisées d'abord comme des personnes, des sujets de droit. Considérer la personne hospitalisée, non pas comme, je dirais, la société les regarde parfois, c'est-à-dire quelqu'un qui constitue un poids, une nuisance, mais comme une personne avec des droits. Donc ça, c'est pour l'humanité. La probité, c'est
de défendre la personne avec l'idée de ne pas multiplier des procédures qui ne leur seraient pas utiles, mais ne négliger aucune voie de recours qui leur serait nécessaire. Vous avez également l'indépendance. Alors là, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important, parce que l'indépendance de l'avocat, c'est la clé de voûte de la défense des libertés. L'avocat, il est indépendant à la fois du monde médical, à la fois du magistrat, et il examine les moyens de défense de façon à ne rendre compte qu'à sa conscience. C'est-à-dire qu'il va examiner en conscience les moyens de droit qui sont à exercer. La conscience, quatrième point, eh bien, c'est effectivement ne pas, comme on le voit parfois, faire connaissance avec la personne qu'on défend dans la salle d'audience. Ne pas, d'abord, connaître son nom, hein, parce que j'ai vu, malgré tout, dans un certain nombre de cas, des situations qui m'ont choqué en tant qu'avocat. Quand je vois 10 dossiers traités en 15 minutes, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis extrêmement choqué, parce que là, je me dis qu'une personne qui va se présenter alors que l'audience est commencée, eh bien, je dois dire que je n'accepte pas ce type de comportement pour un avocat. Et puis la dignité. Alors la dignité, c'est considérer la personne hospitalisée comme un vrai justiciable. Comme un vrai justiciable. Et pas comme un sous-justiciable. Alors, M. Bitton, tout à l'heure, parlait de sous-homme. Moi, je ne parle pas de sous-homme, mais il ne faut absolument pas considérer la personne hospitalisée comme un sous-justiciable. C'est-à-dire que la personne hospitalisée a droit à un avocat qui plaide pour lui en robe, qui revêt l'exercice de sa fonction d'un point de vue vestimentaire. Et puis aussi, l'avocat doit veiller à ce que certaines conditions de dignité minimale de présentation du justiciable soient respectées. J'ai vu des personnes qui étaient présentées devant le juge des libertés en pyjama. J'ai vu également des gens qu'on amenait à l'audience avec une veste de contention. Alors ça, bien évidemment, l'avocat est le garant de la dignité à la fois des débats et de la personne qu'il défend. Alors j'en terminerai en vous disant très simplement que le contrôle judiciaire, il n'est pas parfait, mais il vaut par l'âme qu'on y met. C'est-à-dire que si on s'y intéresse, ça sera un contrôle de qualité, et je pense très sincèrement que tout le monde, y compris les soignants, ont à gagner un contrôle judiciaire de qualité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va passer très rapidement à la dernière intervention. On va entendre le groupe de Cap Droit Lille qui va nous parler du choix du lieu de vie. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, donc on est 3 personnes qui représentons le groupe de Cap Droit, mais on était beaucoup plus nombreux, comme on peut le voir sur la première slide. Donc on a travaillé sur le lieu de vie, donc avec 8 personnes qui étaient soutenues par des APEI, mais qui ne venaient pas forcément du même lieu de vie et qui ne se connaissaient pas forcément avant la mise en place du groupe. Et qui n'avait pas forcément participé à ce genre de groupe, c'est-à-dire de s'exprimer sur le choix du lieu de vie. Alors pour organiser le groupe, on était en trinôme, et du coup je voulais te demander, Jacques, est-ce que tu voudrais nous parler de comment on s'est organisé pour réaliser justement le groupe? Ouais, ben... bon... bon, qu'est-ce que ça s'appelle bon... Je travaille aussi à de Montigny. Et bon, quand ça s'appelle le groupe, on s'appelait avant pour donner des dates pour se voir. Et après, bon, on s'est vu en mois de février pour travailler comment on a travaillé en trinôme. Après, c'était fait, on s'est vu tout, aussi à de Montigny, tout ça. Après, vers le 20
avril et le 5 avril et 20 avril, on avait fait des groupes tous ensemble, on avait sorti des groupes ensemble. Eux m'avaient appelé, ils étaient OK. Moi, j'avais pris un des collègues de mon travail. Et après, on a travaillé du sujet. Les gars, on a travaillé ensemble, tout ça. Et après, on s'est revu le 17 et on a parlé. Eux, ils ont travaillé les 2 jours. Moi, on a parlé du 17 tout en libre. Donc effectivement, on a travaillé en trinôme et enfin, du coup, je voulais quand même souligner que c'était vraiment intéressant d'avoir pu travailler en trinôme. Donc avec Jacques, qui est effectivement en situation de handicap, mais qui, je tiens à le souligner, avait déjà participé à ce genre de recherche aussi. Alors pas exactement sous cette forme-là, mais avait déjà réalisé des groupes de discussion dans un but de recherche. Donc c'était important dans ce trinôme aussi que finalement, Jacques ait déjà eu l'expérience de la méthodologie. Et donc, avec Yann, qui est représentant d'un des membres du groupe, qui va nous parler de ce qui s'est dit pendant notre groupe, en tout cas une partie. Nous sommes un groupe de chercheurs français sensibilisés au handicap. Nous avons choisi de nous appeler comme cela. Nous avons réfléchi et posé des questions pour mieux comprendre les situations de chacun. Nous avons regardé la Convention internationale des droits des personnes handicapées pour trouver les thèmes que nous avons discutés. Voici un résumé des résultats de notre travail. Donc là, on ne va pas tout refaire. Il y a juste deux petites parties qu'on reprend ce soir. Voilà. Mesures de protection, tutelle, curatelle. Il y a une personne qui a dit c'est embêtant de devoir appeler le bureau de la curatelle pour avoir de l'argent. Parfois, ils ne répondent pas. Il y a une personne qui a dit j'ai dû faire une lettre au juge des tutelles car au début mon tuteur ne voulait pas que je déménage. Il y a une personne qui a dit le tuteur n'a pas voulu que je m'achète un sèche-linge. Devoir passer par le tuteur me gêne. Nous avons repéré l'article 12 pour le droit de prendre des décisions et l'article 19 pour la liberté de choix du lieu de vie. Et donc la deuxième partie sur les choix en général. Il y a une personne qui a dit « Je n'ai pas eu le choix que de vivre en collectivité en Belgique. » Il y a une personne qui a dit « Je n'avais pas trop le choix de déménager. » Donc là, j'ai dit non. Il y a une personne qui a dit « C'est parfois difficile de comprendre ce qu'elles veulent. » Qui a dit en parlant de sa fille. Il y a une personne qui a dit le temps d'attendre pour un foyer est de 10 ans. Nous avons repéré l'article 19 pour la liberté dans le choix du lieu de vie et du type, et l'article 23 pour le respect de la maison et de la famille. Donc voilà, et est-ce que tu veux conclure sur quelque chose, Jacques ? Ouais, c'est vrai, pour à cause j'étais, on va dire, animateur du groupe, c'est intéressant parce que on va dire on avait un bon petit groupe de 8 et c'est génial parce que nous on n'a aucun animé.
Et le groupe là, on va dire, ça a bien entendu des débuts à la fin. En deuxième fois, quand le groupe s'est vu, je dirais que ça les a inquiétés. Et ça a beaucoup aidé la deuxième fois, et la troisième fois encore mieux. On a été surpris du groupe qu'on a vu. Et après, avec les bonhommes, on s'en bien perdu. Mais avec mon handicap avec moi, les deux bonhommes, on a travaillé. Bah, c'est génial. S'il faut commencer, on commence. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va peut-être prendre juste une question et ensuite on pourra continuer la discussion là-haut où on va voir le vernissage de l'exposition Représentation civile. Ici. Je vais me présenter, donc je suis Claude Étuin. Je remercie l'organisation d'être présent à ces journées passionnantes, avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on vit. C'est émouvant, quoi. Mais mon interrogation ira vers le maître et madame le docteur. Vous ne parlez pas du rôle des CDSP, des commissions départementales des soins psychiatriques, alors que le sujet même, qui est donc amené dans le soin sans consentement, devrait aussi avoir une explication franche de la part des soignants. Il y a un manque d'informations qui ne circule pas au sein des établissements. Quant au docteur, vous plaignez de faire des certificats qui c'est redondant, mais j'ai été visité j'ai été interpellé parce que notre commission, si vous voulez, moi je suis membre de la commission du Pas-de-Calais, quoi. Et donc c'est sous l'égide quand même de l'ARS, l'Agence régionale de santé, quoi. Et malgré nous examinons le bien fondé des hospitalisations, quoi. Et dans un dossier, moi j'ai trouvé 3 certificats médicaux, copier-coller, signés par 3 médecins différents. Donc il faut m'expliquer cela. Et c'est quand même un abus à la personne qui n'a pas été vue ni entendue par un médecin qui donc est censé donner un avis circonstancié sur le bien fondé de son autorisation. C'est extrêmement grave. Et donc quand c'est comme ça, on fait un signalement direct au chef d'établissement dont il est responsable. C'est le chef d'établissement qui est responsable. Alors tout d'abord, je vais répondre pour la question qui m'a été posée, le rapport entre les avocats et la CDSP. La difficulté, c'est que l'avocat intervient dans une fenêtre de temps très courte. C'est-à-dire que quand on intervient devant le juge des libertés de la détention, concrètement, nous disposons des dossiers la veille. D'accord ? Donc, alors, sauf quand il s'agit des contrôles systématiques à 6 mois. C'est-à-dire que le premier contrôle, c'est dans les 12 premiers jours, et après, vous avez un contrôle qui est tous les 6 mois obligatoire. Dans ce deuxième cas de figure, qui est très rare, vous avez cette possibilité d'avoir des investigations. Mais sur le contrôle à 12 jours, quand l'avocat est saisi la veille pour le lendemain, souvent pour beaucoup de dossiers, c'est-à-dire que moi je parle pour ma propre paroisse, vous avez entre 6 et 15 dossiers qui arrivent la veille de l'audience. Donc l'avocat doit tout examiner, prendre contact avec la personne, et donc matériellement on n'a pas le temps de solliciter une réunion de la CDSP, c'est regrettable, mais c'est la mécanique d'un contrôle d'urgence nécessaire pour le respect des libertés dans un bref délai, parce que c'est l'exigence. Voilà pour la réponse. Maintenant, sur les fonctionnements et les dysfonctionnements de certaines CDSP, malheureusement, il y a une hétérogénéité que je décrivais tout à l'heure. Vous avez des commissions qui exercent des contrôles et servent en quelque sorte de médiateur médical, et puis vous avez certaines commissions dont on peine à percevoir le rôle effectif. Voilà, ça mais encore une fois, c'est toute l'hétérogénéité. Et je pense que le contrôle judiciaire va tendre vers une homogénéisation des pratiques. Voilà. Merci beaucoup. Pardon. Je réponds ? J'essaie de répondre. Désolée. Alors, oui, donc, c'était pas une plainte qu'il y avait beaucoup de certificats à faire. Il y a toujours eu des certificats à faire, même avant la loi de 2011. La question, c'est la faisabilité. C'est qu'il y a 2 points de vue. Le point de vue du patient,
qui va se trouver avec 3 personnes qui va pas connaître tous les 2 jours, qui doit raconter des choses, qui n'est pas en capacité toujours d'expliquer, de comprendre, d'entendre des informations diverses et variées. Donc ça, je trouve qu'il y a une pénibilité pour la personne qui n'est pas simple. Et ensuite, il y a 3 psychiatres dans un service. Il y a des services entiers qui fonctionnent avec 1 ou 2 psychiatres. Pour peu qu'il y en ait un qui soit de garde et l'autre qui soit d'astreinte aux urgences, on n'a plus personne. Donc il y a des moyens qui ne nous ont pas été donnés pour nous organiser, pour mettre en place un système, je ne sais pas moi, d'astreinte ou comme ça, pour pouvoir aller correctement voir les patients, ne pas passer 10 minutes dans une chambre juste pour expliquer qu'il va y avoir une audience et puis que basta, et que de toute façon, on ne va pas remettre en question l'avis du collègue, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc se donner le temps d'un certificat circonstancié, d'un entretien correct, etc., ça n'a pas été prévu par la démographie, le temps donné, etc., pour les psychiatres. Donc on se retrouve dans un truc de bureaucratie alors qu'on ne souhaite pas le faire. Donc on se retrouve acculé à quelque chose qui n'est très inconfortable, et c'est surtout ça moi que je mettais en avant, pas du tout le fait que ça soit désagréable d'écrire et de faire un certificat, c'est la loi. Mais, Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on continue éventuellement la discussion là-haut, au 4e étage, dans la salle panoramique, où on va assister au vernissage de l'exposition Représentation civile. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier tous les intervenants. Merci. Et 4e. Et particulièrement les groupes Cap Droit qui sont venus très nombreux et qui sont restés ici jusqu'à tard ce soir. Voilà, vous êtes là et je tiens à les remercier pour ceux qui sont déjà partis. Voilà, j'espère que le message sera transmis, j'en suis sûre. Voilà, merci beaucoup et je m'excuse auprès de la part de tous les organisateurs pour le retard qui s'accumule depuis ce midi et qui fait qu'on en est là. Merci.